Last year alone, over 10,000 drug criminals were convicted and nearly 250... This is crack cocaine. See? Salut à tous, c'est votre gars, Cyrano Kelevra. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Moi, oui, ça va. Tout va bien. Déjà, on va commencer clair, net, précis. Dédicace à Kalash Criminel. Je l'ai joint à un clip d'un gars à moi. Il était en featuring avec un clip d'un gars à moi. Je vais mettre l'extrait. LRK, ajoutez, follow, partagez. Vous connaissez déjà LRK93. Et du coup, j'étais sur le tournage du clip pour donner de la force aux frérots. Et Kalash était là et tout. On avait déjà parlé parce qu'ils ont déjà fait un clip ensemble qui a dépassé les 1 million de vues depuis. Et voilà, et là il m'a dit ouais, c'est toi Cyrano et tout, des vidéos et tout. J'étais égaré de ouf. Bref, on a parlé et tout. Book vrai, un vrai gars. Big up Kalash Criminel, LRK, voilà. Bang, je retire, c'était mon frère. Habillé tout en noir, je monte dans mon fer. Je monte dans le fer. Donc, story numéro 3, hein, des gangsters, gangsters et rap américains, vous connaissez déjà. Là, on va la faire en 2 parties. J'ai décidé de faire en 2 parties parce qu'il y a tellement de choses à dire et une vidéo, je vous aurais perdu en route. Je le sais, à chaque fois. Ouais, mais les stories, elles sont trop longues, je m'endors et tout, faut que je regarde, faut que je re-regarde. Les gars, en 2 parties. Là, vous avez aucune excuse, là. Aucune excuse. Aucune excuse. Hein? Donc, on bouge à New York. Ouais, New York, je sais. Je kiffe la ville. Vous savez, sur Twitter, ceux qui m'ont sur Twitter, Cyrano Kelevra, venez follow. On fait des vrais débats et tout. Dans les spaces parlons US, hashtag parlons US. Et vous savez que New York, c'est une grosse place dans mon cœur, le rap new-yorkais. Et les facts et anecdotes de rue de New York aussi. Parce que c'est vraiment une ville au passé incroyable. Mafia, gang, gangster, tout y passe. Et là, on va se diriger dans le Queens. Le thème a beaucoup été demandé en commentaire. Et on y va, les gars. Ouais, c'est maintenant. Je vous fais plaisir. La Supreme Team. Ouais. Je sais, hein, il y a des vidéos qui ont été faites et tout. Mais là, vous allez voir, c'est pas pareil. Vous êtes chez Cyrano ici. Bref, on y va. Le tristement célèbre gangster Kenneth McGriff est né le 19 septembre 1960. Il était le 3e de sa famille dans South Jamaica, dans le Queens, à New York. Les parents McGriff étaient tous les deux des travailleurs de la ville et la famille vivait dans la classe moyenne. Kenneth McGriff, alias Supreme, n'a pas eu un parcours difficile étant jeune. Voilà, donc retenez bien ces informations, ça pourrait servir peut-être, je sais pas. Mais il n'a pas eu le parcours chaotique, classique malheureusement, des gros gangsters. Donc voilà, famille tranquille, il faut les 2 parents travailler pour la ville, etc., etc. Donc il a choisi son propre destin. Kenneth a été présenté à une secte de la Nation of Islam, appelée les 5%. Alors qu'il fréquentait l'école secondaire Junior Catherine et Count Basie, les 5% ont été formés dans les années 60. En partant du principe que 5% de la population afro-américaine était destinée à être des leaders naturels. L'implication de Kenneth McGriff dans le groupe lui a valu le nom de Supreme. Donc le parcours de Supreme était normal avant qu'il intègre une branche de la Nation of Islam. C'est une des branches, c'est pas une branche. Il y a plusieurs branches dans la Nation of Islam. Enfin, en tout cas, New York, etc., New Jersey, etc. Donc, voilà. Et dedans, il y a une mauvaise fréquentation. Et via cette mauvaise fréquentation, il est entré en connexion avec Fat Cat, un des plus gros barons de la drogue de l'État de New York. McGriff a été initié par Alonzo Nichols, alias Fat Cat, le pilier de la drogue locale via les 5%, par l'intermédiaire de Prince Rashim, cousin de Nichols. Supreme forma sa propre équipe et l'a appelé The Supreme Team.
Il a fondé son entreprise de drogue dans les projects de Paisley Park, proche de sa maison d'enfance. Avec Supreme, le gang fait énormément d'argent et l'équipe a dominé le commerce du crack et de la cocaïne à Paisley Park. McGriff a organisé un système de sécurité élaboré autour des projects en affectant des belvédères équipés de talkie-walkie pour surveiller les sommets des bâtiments voisins. Si les policiers entraient dans la zone, l'équipe de sécurité alertait leurs revendeurs qui dissimulaient ensuite des preuves incriminantes. Les enfants des quartiers qui étaient fidèles à McGriff recevaient des friandises, etc. et organisaient des tournois de basket et des spectacles musicaux. Supreme conduisait des voitures à l'épreuve des balles, surtout des BMW, et détestait les billets de 1 $. Le système élaboré là, talkie-walkie, etc., les gens sur les toits et tout, ça vous rappelle pas un film? D'ailleurs, ce film a été inspiré, il y a quelques scènes, parce que ce film regroupe plusieurs faits réels et inspirations. Je suis le gardien de mon frère. Et ouais, les gars. Ouais, ça vient de ce film-là. Il y a une des scènes, vous voyez, quand ils disent ils arrivent, les keufs, ils arrivent, boum, ils ferment tout et tout. Eh ben, c'est ça, en fait. Ouais, c'est ce film-là. Évidemment, les gars, je parlais de New Jack City. Hein. Ceux qui n'ont pas la ref et ceux qui n'ont toujours pas vu le film, allez le voir. C'est un des classiques du film Street Ghetto US, etc. Bref, classique. New Jack City. Anecdote de clin d'œil dans ce film, dans d'autres films aussi d'ailleurs, qui sont passés dans la vraie vie, comme Snowfall, etc., etc. Et comment ne pas parler de la Supreme Team sans quelques membres ou affiliés? On va commencer par son bras droit, Prince Miller, qui était son neveu. Il avait juste 2 ans de moins que lui. Il y avait aussi Bimmy, Green Eyes, Corey Pegues, le légendaire Black Just. Il y avait aussi le mentor de l'original 50 Cent, le légendaire rap, qui est décédé en 2020. Il est d'ailleurs sur une des légendaires photos du rap US avec Eric B et Rakim. D'ailleurs, ma vidéo est toujours disponible sur ma chaîne YouTube 50 Cent vs le vrai 50 Cent. Il y avait évidemment comme alliés Fat Cat et Papi Mason. Rien que ça. D'ailleurs, et si on parlait de ces deux-là, Fat Cat et Papi Mason? Mais t'es obligé de réussir en fait. T'es entouré de Fat Cat. Fat Cat qui traitait directement avec les paramafieux à New York. Non les gars, c'est une dinguerie. Les noms que j'ai dit là, retenez bien tous les noms que j'ai dit là. Les quelques noms déjà. Rien que ça là je vous dis le gros panier là. En gros, hein. Voilà. Une équipe de malades. La Supreme Team, une équipe de malades. On commence par Fat Cat. Lorenzo Fat Cat Nichols est né le 25 décembre 1958 à Birmingham, en Alabama. Au cours des années 1980, Nichols est devenu l'un des principaux barons de la drogue à New York. Il a reçu son surnom à cause de son cou épais. Nichols a passé ses premières années en Alabama où il a été élevé par sa grand-mère maternelle. Vers l'âge de 10 ans, il a déménagé dans le Queens à New York pour vivre avec sa mère Louisa et son 3e mari. Abandonnant l'école à la 9e année, Nichols a commencé à traîner avec des gens dangereux. Il est devenu membre du gang de rue Seven Crown. En 1976, Nichols a commis 2 vols avec un autre jeune homme. Il a été reconnu coupable des 2 crimes et condamné à 18 ans de prison, mais a été libéré en 1980, après avoir purgé seulement 2 ans et demi. À cette époque, Nichols est passé du crime plus lucratif du trafic de drogue. Il a pu entrer dans l'entreprise grâce à une connexion mafieuse. À l'époque, la mafia contrôlait la majeure partie du trafic de drogue sur la côte Est. Nichols a établi un réseau de revendeurs pour travailler dans les rues et les projects du sud-est du Queens et a également vendu de la drogue à d'autres opérations dans la région. De nombreux membres de l'équipe de Nichols étaient des proches parents, dont sa mère et 2 de ses sœurs. Brian Gibbs alias Glaze était un autre associé de confiance, tout comme Joseph Rogers alias Mike Bones. Howard Mason alias Papi Mason était également un élément clé de l'opération de Nichols. Le siège social de Nichols était Big Max Deli, une entreprise que lui et sa femme Joanne ont repris de son père. Donc Nichols faisait travailler sa mère, frère ou sœur,
cousins. Et il traitait directement avec la mafia. Il n'y a pas beaucoup de gangsters là. Des vrais gangsters, les black gangsters, les gangsters black de New York qui traitaient directement avec la mafia. Ouais. Allez voir les autres pages sur la mafia, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Nichols en faisait partie. C'est pour vous dire le niveau. Le niveau. Le 29 juillet 1985, Nichols s'est retrouvé en garde à vue après un raid sur Big Mac's Deli. La police l'a attrapé avec 2 fusils. La perquisition a également rapporté 180 000 $ en espèces et diverses quantités d'héroïne, de cocaïne et de marijuana. Accusé de possession d'armes à feu et de drogue, Nichols a pu sortir sous caution. Il a rapidement été de nouveau arrêté par son agent de liberté conditionnelle, Brian Rooney, pour avoir violé sa liberté conditionnelle. En colère d'être de retour en prison, Nichols a ordonné à quelques-uns de ses associés de juste brutaliser l'agent Rooney. Mais Rooney a été abattu le 10 octobre de cette même année. Il a été inculpé de meurtre au 2e degré pour le meurtre de Rooney en juillet 1987. Lors d'un procès, Nichols a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais voulu que Rooney soit tué. Donc, Fat Cat a fait une erreur fatale. Donc, l'erreur qu'il ne faut pas faire, toucher un juge, policier, inspecteur, bref, tout ce qui touche autour de la justice. Et voilà. Et il a pété les plombs. Hein. Agent de probation, t'es pas content, bah, ok, il m'a mis en prison. Il saute. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Je crois qu'ils ont tellement d'argent, ces gens-là, ils sont déconnectés de la réalité. Vous allez voir, hein, le karma, bah, tac tac. Derrière les barreaux, Nichols a continué à diriger son opération de drogue et à traiter durement ceux qui se sont opposés à lui. Il a admis plus tard avoir ordonné le meurtre de 2 personnes. En 1986, Isaac Bolden a été abattu par les associés de Nichols après que lui et quelques autres aient volé la petite amie de Nichols, Caroline Tyson. L'ancienne petite amie de Nichols, Myrtle Maisha Horsham, a également connu un sort macabre après avoir pris de l'argent de son opération de drogue. Peu importe qu'elle et Nichols avaient eu un enfant ensemble, un fils nommé TC, en décembre 1987, Horsham et un ami ont été abattus à plusieurs reprises par des membres de l'équipe de Nichols. L'ami a survécu, mais Horsham est décédé des suites de ses blessures. TC était avec Horsham au moment de la fusillade et ensuite était déposé dans la cour de sa grand-mère maternelle. Nichols a déclaré plus tard qu'il avait fait tuer Horsham, son ex-petite amie, parce que, dira-t-il, c'était ma meuf, mais elle a pris mon argent et l'a dépensé pour une autre personne, selon le rapport du New York Times. Donc, tu vas tuer ta baby mama parce que tu as volé de l'argent. Ah non, les gars, je vous ai dit, hein, là, le début de la Supreme Team, tout ça, là, c'est sale, c'est sombre, c'est sale, c'est macabre, c'est sans pitié, c'est l'argent avant tout, c'est catastrophique. Tout l'entourage de la Supreme Team, là, c'est le chaos. C'est le chaos. Mais malgré ça, ils ont mis à l'amende le quartier. Ils ont mis à l'amende le Queen, c'était à eux. Là, il faut dire la vérité, les termes, voilà, il faut le dire. Incroyable. Mais voilà, une légende de rue, tu finis par tuer ta baby mama, au final, ton enfant, ton fils ou ta fille. Oh là là. Nichols trouva bientôt sa propre famille assiégée. Sa femme a été kidnappée en mai 1987 et est détenue contre rançon. Après avoir payé les ravisseurs, elle a été libérée. Les ravisseurs ont été ensuite appréhendés. D'autres membres de sa famille n'ont pas eu cette chance. En mai 1988, la maison de Louise Coleman, la mère de Nichols, a été incendiée. Sa mère et son beau-père s'en sont sortis indemnes. Mais sa demi-sœur invalide, Marie, est morte dans l'incendie. Ta famille, elle se fait assiéger, kidnapper, etc., etc. Donc, tu tombes de ton piédestal, tu finis en taux, tu ton ex,
avec qui tu as eu un enfant, un garçon. C'est le chaos, c'est n'importe quoi. Est-ce que l'argent pour vous est la cause à tout ça? Genre en gros, trop d'argent, il a pété les plombs. Pour moi, ouais, clairement, tu vois. Dites-moi dans les commentaires. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Mais chaotique, hein, pour un mentor. Franchement, pour un mentor, quand j'ai vu ça et tout. Oh là là, le mentor. Oh ouais. Terrible. Terrible. À ce moment-là, cependant, Nichols avait été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation de crimes liés à la drogue et aux armes. Il avait été reconnu coupable en janvier 1988, puis condamné de 25 ans à la prison à vie. Mais ce n'était qu'une partie de ses déboires juridiques. Le meurtre de sang-froid du policier Edward Byrne en février 1988 par son associé Mason a provoqué un tollé public et les autorités ont mis la pression sur l'équipe de Nichols. Le karma, toc toc toc, le karma. Ah. En 1992, Nichols a plaidé coupable aux accusations de meurtre liées à la mort de l'agent Rooney. Il a été condamné de 25 ans à la prison à vie pour ce crime. À peu près à la même époque, Nichols a plaidé coupable à des accusations fédérales liées à la drogue et à des accusations de meurtre liées aux rackets et a ensuite été condamné à 40 ans de prison. La peine devait être purgée en même temps que les accusations portées contre l'État. Alors qu'il aurait pu être condamné à la prison à vie pour les accusations fédérales, Nichols a été condamné à une peine plus légère pour avoir accepté de coopérer avec les autorités. Sa principale motivation derrière cette décision était peut-être d'aider sa mère et sa petite amie, tous deux accusés en raison de leur rôle dans son commerce de drogue et recevoir des peines plus légères. Nichols purge actuellement sa peine dans le système correctionnel de l'État de New York. En 2010, le New York Daily News a publié une lettre indiquant que Nichols avait écrit la publication depuis sa cellule de prison. « Je n'ai que le temps de réfléchir à mes méfaits », a écrit Nichols, en ajoutant « Aux victimes de mes activités criminelles, j'offre mes plus profonds regrets et mes excuses les plus sincères. » Nicholas Fat Cat. They used to call him one of my workout partners. Wow. Free my boy. Wow. Legend. Because a lot of trouble he kept me out of. So it was shit that you wanted to be involved in. It was like, what nigga? Because when I was locked up with his nephew, Ty. Yeah, I know Ty. Yeah, definitely. Mais là, on va passer à son bras droit maintenant, les gars. Ah bah oui. Là, on a eu Fat Cat. Il faut passer à son bras droit. Papi Mason. Ce blaze vous dit peut-être des choses. C'est des... Papi Mason, là, c'est un nom légendaire, là, dans les rues. Bras droit de Fat Cat. On y va. Howard Mason, alias Papi Mason, né le 8 septembre 1959, est un trafiquant de drogue américain et une figure du crime organisé. Mason était le partenaire de Lorenzo Nichols, alias Fat Cat. Il dirigeait un gang de trafiquants de drogue appelé les Babos, dans le quartier Jamaica, South Jamaica, du Queens de New York. Le gang vendait de la drogue et réalisait jusqu'à 200 000 $ de bénéfices par mois. Derrière les barreaux pour des accusations d'armes à feu, Mason a ordonné le meurtre en 1988 d'un policier, Edward Byrne, 22 ans, car ce dernier était chargé de protéger un témoin dans une affaire de drogue contre Mason. Donc ton chef ou ton partenaire veut faire tuer un policier et toi tu valides aussi. Mais les gars, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné dans la cabessa là, il s'est passé quoi là à un moment donné? Qu'est-ce qui te fait penser que je vais m'occuper de lui patati patata? Chaotique. Chaotique. Ce crime audacieux a choqué la ville de New York, ce qui a conduit à une pression des forces de l'ordre et à l'arrestation et à la condamnation de Mason pour diverses accusations. Un mois après le meurtre, Mason a été condamné à 7 ans de prison pour armes à feu. Le gouvernement fédéral a continué d'enquêter sur Mason pour le meurtre de Byrne. Le 11 décembre 1989, Mason a été reconnu coupable d'accusations fédérales, notamment dues au meurtre de l'officier Byrne. Après 4 ans de querelles juridiques, y compris des questions sur la capacité mentale de Mason, il a été condamné à perpétuité en 1994. Mason a commencé à purger sa peine à perpétuité à l'installation d'ADX Florence Supermax à Florence, dans le Colorado,
et a ensuite été transféré aux alentours de 2015 à USP Ironwood en Pennsylvanie. Donc au final, Fat Cat a donné l'ordre à Papi Mason et Papi Mason a exécuté et a envoyé ses gars. Donc au final, toc toc toc, monsieur suivez-nous, hein, perpétuité. Waouh! Incroyable. En 1990, la mère de Mason, Claudia Mason, a été condamnée à 10 ans de prison pour trafic de drogue après avoir continué à diriger son entreprise de crack pendant qu'il était en prison. Elle a été libérée le 27 mars 1998. Même sa mère, elle était dans le trafic. Mais ils sont des vies chaotiques. Même sa mère était dans le trafic. Sa mère, elle a fait 10 ans de prison. Parce qu'elle a voulu garder le business et tout et tout. La chute de Mason et Nichols ont marqué la fin d'une époque dans le monde criminel de New York. Le pouvoir de la Super Team a diminué et beaucoup de ses membres, y compris Supreme. Cependant, l'ère Papi Mason et Fat Cat ont eu un impact significatif sur la ville de New York et des rappeurs comme Nas en ont déjà fait référence. And Pappy Mason gave the young boys admiration. Prince from Queens and Fritz from Harlem, street legends. Là, les gars, on va parler de quelqu'un. Voilà. Là, je vous ai dit des gros blasts et tout, des vrais gangsters. Mais là, on va parler de quelqu'un. Tu vois, il y a les gangsters et il y a ceux qui font de l'argent. Les money makers. Tu vois. Et là, je vais vous parler de quelqu'un. On part sur Black Just. Let's go. Et si on parlait de Black Just, de son vrai nom, Colbert Johnson, vient de Harlem, mais a finalement fini dans le Queens, avait été présenté par un des lieutenants de Supreme, Troy Jones, alias Baby Wise. Avec le temps et surtout que Black Just savait faire de l'argent, Black Just a fini par être un vrai proche de Supreme. La légende dit que Black Just faisait de l'argent à gogo. Il n'avait pas trop besoin de monde, il savait comment faire de l'argent. Et la preuve en est, Supreme a été impressionné par sa façon de faire de l'argent, l'a pris dans son organisation, ou je sais pas, bref, ils se sont travaillés ensemble, on va dire. Et quand Supreme est tombé une première fois en prison, il a dit à Black Just et à Prince Miller, évidemment, etc., de gérer le business. Prince Miller tombe en prison également, donc il reste que Black Just dehors. C'est Black Just qui a maintenu le business en vie de la Supreme Team. C'est pour vous dire et pour vous que vous vous situez bien par rapport à cette histoire que Black Just était vraiment quelqu'un dans l'organisation de la Supreme Team. Quand Supreme était en prison, Black Just avait un rôle clé, continuer à rapporter de l'argent. Quand le neveu de Supreme, Prince Miller, tomba à son tour en prison, avec Vinny, un autre membre de la Supreme Team, Black Just avait le même rôle, maintenir le bateau à flot. L'organisation ne devait pas couler. Black Just et Bimmy ont maintenu l'organisation à flot. Venant de Harlem, Black Just était ami de longue date avec le légendaire Rich Porter de Harlem et évidemment Eazy Faison. Et si on parlait de l'histoire courte, mais bref, de Rich Porter, légende de rue, d'Harlem et de New York en général. Rich Porter était un hustler qui faisait énormément d'argent avec Eazy Faison et un certain Alpo Martinez. Rich portait un amour inconditionnel pour son neveu, Donnell Porter Jr. Et il avait un oncle qui vivait avec lui. Et son oncle était fou de jalousie, car Rich Porter faisait énormément d'argent. L'oncle voyait de l'argent passer tous les jours sous ses yeux, sous son nez. Pris de jalousie, il organisa un complot pour obtenir de l'argent de son propre neveu, Rich Porter. Il fera appel à l'équipe de The Preacher et The Preacher et son équipe kidnapperont Donnell Porter Jr. Une rançon sera demandée. Rich Porter au début croira que c'est un délire, sauf que quelques jours plus tard, Rich Porter recevra un doigt coupé de son neveu. Fou de rage, cherchant dans les rues qui aurait pu faire le coup, Rich Porter retrouvera malheureusement jamais son neveu. Se doutant pas que son oncle même les trahit, juste pour de l'argent. Son neveu se fera assassiner et l'équipe de The Preacher se fera arrêter largement plus tard.
Ce qui est terrible, c'est que juste après que son neveu soit assassiné, c'est au tour de Rich Porter d'être trahi, encore une fois, par son propre ami ou partenaire en crime, Alpo Martinez. Alpo Martinez pensait que Rich Porter le volait, donc a organisé un complot pour l'assassiner. Il donna rendez-vous à Rich Porter dans un endroit à New York et tuera Rich Porter. Fait glauque de cette histoire, Rich Porter et son neveu sont morts au même endroit. Les corps ont été abandonnés au même endroit. Évidemment, Rich Porter n'avait jamais arnaqué Alpo Martinez. C'était de la pure paranoïa de la part d'Alpo. Suite à ça, Alpo Martinez a été arrêté pour de nombreux crimes aussi et fera de la prison. Mais en prison, il dénoncera tous ses ex-partenaires pour éviter la peine de mort, car il risquait la peine de mort avec tous les nombres de cadavres qu'il avait derrière lui et l'énorme quantité de drogue qu'il a écoulée dans les rues. Et il dénoncera tout le monde et il sortira. Libéré en 2015, il sortira d'abord discrètement, puis après fera un retour dans les rues de New York qui provoquera un tollé général. Mais le 31 octobre 2021, le karma frappa Alpo Martinez qui se fera assassiner dans les rues de New York à bord de son SUV. Tout ce que les gars demandent, un gars comme moi arrive à le fournir. J'ai le bis gravé dans mes gènes. Tu vois? AZ Faison, alias Ace Boogie dans Paid in Full, et Rich Porter, le légendaire Rich Porter, alias Mitch dans Paid in Full, avec le tristement célèbre Alpo Martinez, la Big Snitch légendaire. Alpo Martinez qui est décédé récemment là. Quel film. Paid in Full les gars. 2 secondes. Allez à chaud là tout de suite là. Top 5 des films que ça m'a mis une claque. Top 5 facile. 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 Parce que vous voyez Melvin là dans le film là. Les lunettes Casal. Je suis parti les chercher et tout là. J'ai acheté ça 400 balles. J'ai acheté ça là, cher les Casal. Les vraies factures tout. Tellement le film il m'avait matrixé. Paid in Full. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre top 5 films là, à chaud là. Les films comme ça de ce genre. Paid in Full, Menace to Society, etc. Non, Paid in Full, les gars, c'est une claque. Histoire vraie, basée sur une histoire vraie. L'équipe de The Preacher. Voilà. Autre gangster macabre, sordide, sombre, sale, etc. Sans pitié dans New York. Petite anecdote, c'est lui qui avait racketté Bobby Brown, l'ex-mari à Whitney Houston, et Whitney Houston a dû payer une sacrée rançon. Je crois que c'était 400 000 $ ou je sais plus, bref. Et il blaguait pas, hein. Donc Whitney a payé tout de suite. Hein. Coup de téléphone, Whitney, on a Bobby, voilà. Donc c'est pour vous dire le personnage que c'était. The Preacher et son équipe, en tôle, perpétuité, tout ce que vous voulez. Hein. Ouais, c'est là-bas, c'est au chou. Et donc voilà, donc Black Just traînait avec Rich Porter et AZ Faison. Donc voilà, allez voir Paid in Full pour voir à peu près qu'est-ce qu'ils faisaient comme argent et tout. Des légendes de rue. Ça, c'est des vraies légendes de rue. J'adore ça, être sous pression. On se sent dans la peau d'un basketteur professionnel. Tu sais, du genre... Black Just était ami ou protecteur de LL Cool J, Nas. Rest in peace, the Black Just, riding through Jamaica, Queens in his black truck. Tim's et un jeune du Queens, dénommé Boubou. Boubou, oui, je sais, on se calme. Ouais, mais Cyrano, c'est 50, ça se voit, c'est 50, pourquoi tu dis pas c'est 50? Non, à ce moment-là, sur les photos et à cette époque-là avec Black Just, il s'appelait Boubou dans le Queens. Dans South Jamaica, Queens, il s'appelait Boubou. Voilà, c'était un surnom, je crois que c'était un surnom de sa grand-mère. La grand-mère 50, elle avait appelé Boubou ou un truc comme ça, je sais plus. Et c'est resté. Et après, ensuite, voilà. Hein. Mais à ce moment-là, là, pour vous faire la chronologie, il s'appelle Boubou. Ouais. D'ailleurs, c'est Black Just qui a formé le jeune Boubou à la boxe pour se défendre dans les rues du Queens. La légende dira même que c'est Black Just qui a pris les ficelles du métier, ou que 50 Cent s'est inspiré de Black Just pour se faire un nom, pour devenir quelqu'un.
En 1997, Supreme sort de prison et tente de se faire un nom dans le rap et film. Supreme et Black Just étaient toujours de vrais amis, rien n'avait changé. Donc Black Just, vu qu'il était quelqu'un à New York, et New York c'est une scène de rap, donc vous savez que la rue, le rap là-bas, surtout State, c'est lié. Alors, chez nous aussi, hein, en France et tout partout, d'ailleurs. Et Black Just était connecté avec à peu près tous les gros rappeurs de l'époque. Donc Jay-Z, il y a une photo avec Jay-Z, il était booké avec Nas, il était avec Mobb Deep, bref, avec tous les gros rappeurs de New York connaissaient Black Just et Black Just les connaissait. Donc Supreme à sa sortie, il s'est dit, on va ralentir le côté drogue, je veux être légal maintenant et je vais me lancer dans la musique et dans les films, séries, etc. Et Black Just était là au bon moment. Et Supreme avait un plan tout tracé. Rien n'avait changé. La voie était toute tracée. Mais quelqu'un a décidé autrement. Les gars, une autre légende de rue, encore une fois. E-Money Bags. Let's go. Jusqu'à qu'un certain E-Money Bags fasse son apparition. E-Money Bags entra en conflit avec Supreme à propos d'une vente de voiture et E-Money Bags voulait un remboursement. Supreme dira non et E-Money Bags jurera de se venger en retour. Pour vous dire un truc, Supreme, personne parlait avec lui niveau guerre, niveau froid, niveau bif, niveau... Voilà, personne n'osait contredire Supreme. Sauf que E-Money Bags, d'ailleurs il est dans mon épisode 2 sur Biggie et Tupac, allez voir, je parle de lui. Vous allez voir c'était qui. Et E-Money Bags, c'est pas son problème. Je t'appelle Supreme, John Gotti, je sais pas quoi, qui tu veux, c'était pas son souci. E-Money Bags était un pur et vrai gangster de rue de New York, du Queens, proche de Nas également. J'en parle dans ma deuxième vidéo de Biggie Tupac. Allez la voir, il y a beaucoup de détails, c'est important, c'est historique, c'est pour l'histoire. E-Money Bags. Quelques semaines plus tard, E-Money Bags apercevra Supreme et Black Just dans une rue de South Jamaica, Queens, à New York, garés dans une Land Rover. Et E-Money Bags commencera à tirer. Black Just est touché. Supreme démarra en trombe. Pendant qu'il emmènera Black Just à l'hôpital, Black Just décédera des suites de ses blessures pendant le trajet. Black Just était une des légendes de rue de New York, de Harlem et du Queens. C'est l'une des rares fois où Supreme est visé. Une des rares fois où Supreme est visé. D'ailleurs, Supreme roulait avec des BMW à l'épreuve des balles. Tellement le type était parano et tout. Sauf que là, il est tombé sur un sacré morceau, E-Money Bags. Mais du sang devait couler. Voilà, tu me fais perdre mon money maker, le mec qui me ramène de l'argent, une de mes grosses têtes. Je suis visé, les gens vont penser que je suis faible, etc. Vous connaissez déjà. Donc Supreme, on ne peut pas laisser passer ça comme ça. C'est ce qui va se passer. Supreme sera dévasté et fou de rage car il perd un vrai ami qui plus est, lui rapportait énormément d'argent à son organisation. Et en plus de ça, lui-même était visé. Du sang devait couler en représailles et c'était celui de E-Money Bags. L'ordre est donné, E-Money Bags doit mourir. Le 16 janvier 2001, à Queens Village, E-Money Bags, autre légende de rue de New York et du Queens, se fera tuer de plus de 10 balles alors qu'il était assis dans son Lincoln Navigator garé dans une rue. Fin août 2001, la police a trouvé une cassette vidéo. And E-Money Bags walked past. And he stops. And he said, "Bim, that wasn't for Just." Just like that. Donc voilà, E-Money Bags est mort simplement et bêtement comme ça. À la base, c'est pour une voiture, hein, vraiment, mais il y a plus que ça. En fait, la voiture, c'était un prétexte. C'était un prétexte parce qu'il y avait tellement de tensions, de l'argent, de l'ego, etc.
Et voilà, ce qui devait arriver arriva malheureusement. Voilà, donc Black Just décédé, E-Money Bags décédé. D'ailleurs, il y a la vidéo sur internet, si vous fouillez bien, de son assassinat, E-Money Bags. Il y a même les photos toujours sur internet quand ils ont découvert le corps dans sa voiture. Voilà, c'est vraiment triste. C'est triste, mais bon, ce qui devait malheureusement arriver arriva. Nas perd E-Money Bags, Nas perd Black Just. C'est fort. Nas, en fait, il était vraiment entouré que de vrais gangsters. Stretch, Black Just, E-Money Bags. L'entourage de Nas avec Mobb Deep, etc., qu'on connaît déjà. Mais Nas était vraiment connecté à la rue. C'était un geek, un crack à l'écriture, le rap, la musique, etc. Mais dans les rues de Queensbridge, ce n'était pas un gangster, mais il était entouré et très bien entouré, Nas. It's foul with this money could do cash corrupts and loyal. I hung with E-Money too, the fucking truth. Fucking with Stretch from Live Squad. Sur la vidéo qui a été filmée du 13 au 16 juillet de cette même année, on y voit E-Money Bags conduire et garer sa voiture dans une rue du Queens, là où il a été abattu à 21h45. La vidéo a été tournée par Dennis Crosby, un associé de Supreme, et Nicole Brown, la petite amie de Crosby. Donc voilà, c'était l'épisode 3, partie 1. Et j'espère que vous avez kiffé, détails sur la Supreme Team et tout. Et vous allez voir pourquoi j'ai décidé de faire ça en 2 vidéos. Déjà de 1 parce que je voulais tester. Déjà de 1 parce que je voulais tester. Et non mais vraiment il y avait trop de détails. Donc je voulais vraiment prendre mon temps et tout, tu vois. Pour vous montrer que les personnages qui ont entouré Supreme. Et là je vous ai montré le début. Et là on se dirige vers la chute de la Supreme Team. Ouais. Évidemment, on va parler de Murder Inc. Ja Rule, Irv Gotti, Jay-Z, 50, Nas, New York. On est obligé, les gars. Je suis obligé d'en parler encore une fois. Mais tout ce qui entoure 50, en fait, c'est incroyable. Ou il est né sous une bonne étoile, ou il est né sous une mauvaise étoile. C'est terrible. Les mecs comme ça, c'est terrible. Je pense que le film Get Rich or Die Trying, là, il aurait dû faire en 2 parties ou en 3 parties, ou même une série. Et même Power ou Rising Cannon, il y a des clins d'œil à sa vie. Ouais, c'est fou. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. La Supreme Team, est-ce que vous êtes choqués et tout, ils faisaient énormément d'argent. En semaine, ils étaient à plus de 200 000 $. Leur règne a duré jusqu'aux années 90, de 80 à 90. Rendez-vous compte la fortune qu'ils avaient. C'est incroyable. C'est incroyable. On se donne rendez-vous pour la partie 2 de l'épisode 3. Bientôt. Kiffez, prenez des popcorn. Relax, just relax. Ça va bien se passer. C'était les stories de Cyrano. Restez branchés, likez, abonnez-vous, partagez. Et d'ailleurs, là, sur Twitter, là, j'ai v'là les gens. Mais sur Instagram, j'ai personne. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous faites un follow sur Twitter, mais pas sur Insta? Les gars, j'ai pas d'amis sur Insta. Venez me follow. Je sais pas. Putain, c'est incroyable. Faut que je mette des photos, c'est ça? C'est ça, faut que je mette des photos? Je vais essayer. Ok, c'était votre gars, Cyrano Kelebra.